Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure de l'UMG-CCP, l'Union des métiers du génie climatique, de la couverture et de la plomberie. On est ensemble ce matin pour une émission consacrée à la géothermie, une source d'énergie renouvelable encore peu exploitée en France. En 2022, les installations de géothermie représentaient seulement 1% de la consommation finale de chaleur et 5% de la production thermique des réseaux de chaleur, alors qu'elle présente pourtant de nombreux avantages économiques, énergétiques et environnementaux. C'est aussi une énergie qui bénéficie d'une image très positive auprès du grand public. La semaine dernière, Engie et le groupe IFOP ont présenté une étude exclusive reposant sur un échantillon de 12 000 personnes sur ce que veulent vraiment les Français en matière d'énergie. Sachez que 62% d'entre eux estiment que le déploiement des énergies renouvelables reste insuffisant. Et parmi l'ensemble des énergies renouvelables, 87% d'entre eux ont une opinion très positive en ce qui concerne la géothermie. Alors, dans ce contexte, comment expliquer que finalement cette solution soit encore si peu utilisée? Quels sont ses avantages? Quelles opportunités de marché pour les installateurs et comment développer une véritable filière de la géothermie? Quels sont les freins, évidemment, qu'il reste à lever? On va en parler ce matin sur ce plateau avec mes trois invités. Pascal Housset. Bonjour Pascal. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de l'UMG-CCP. À vos côtés, nous avons Benoît Viard. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Vous travaillez au sein de Viessmann Climate Solutions qui conçoit, fabrique des solutions de chauffage et photovoltaïque en France et en Europe. Et vous en êtes le directeur marketing pour la France, l'Espagne et le Portugal. Et enfin, Christophe Luttmann. Bonjour. Bonjour. Christophe, vous êtes directeur commercial de la société Drill Heat, expert dans le forage géothermique de surface et vice-président de la FPG, l'Association française des professionnels de la géothermie. Alors bien entendu, vous qui nous suivez à distance, si vous êtes habitué de l'émission, vous savez que nous allons répondre tout à l'heure à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous les envoyer à tout moment via le chat, elles sont les bienvenues. On prendra le temps pendant un petit quart d'heure d'y répondre tout à l'heure en fin d'émission. Mais d'ici là, pour planter le décor, nous permettre d'y voir plus clair, je me tourne vers vous, Christophe. Allez, quelles sont les différentes typologies de géothermie et concrètement, comment ça fonctionne ? Il y a pléthore de solutions, mais pour être le plus synthétique possible, on va distinguer trois formes de géothermie principales. Vous avez premièrement la géothermie haute profondeur, qu'on appelle la géothermie électrogène, ou la géothermie haute enthalpie. On verra qu'il y a souvent plusieurs synonymes pour les mêmes technologies. Donc cette géothermie consiste à faire de l'électricité, comme son nom l'indique, une géothermie électrogène. Elle a donc vocation à faire des forages autour de 5000 mètres de profondeur pour puiser une eau qui est de l'ordre de 200 degrés, la remonter en surface pour la vaporiser, alimenter une turbine et générer l'électricité. Donc c'est un sujet qui est plutôt marginal sur le territoire métropolitain parce qu'il faut être sur des anomalies géothermiques et c'est donc une technologie qu'on retrouvera plus en zone insulaire, dans la Caraïbe par exemple. Voilà. La deuxième forme de géothermie, qui est bien connue d'ailleurs des Parisiens, parce qu'elle est très développée sur la nappe du Doguer, c'est la géothermie à usage direct. Donc une géothermie qui va être exploitée entre 1500 et 2000 mètres de profondeur, qui consiste à exploiter cette ressource avec un puits d'aspiration et un puits de rejet, un bilan neutre, qui va venir alimenter ou pas des pompes à chaleur pour rehausser la température qu'on va récupérer, cette température qui est, comme je l'ai dit, entre 60 et 80 degrés, et qui va permettre d'alimenter des réseaux de chaleur. Donc une géothermie à usage direct qui chauffe, si je ne dis pas de bêtises, l'équivalent d'1 million d'équivalents logements, de personnes, pardon, et c'est ce qui en fait le plus gros bassin européen d'habitation desservi en géothermie. Et on a le troisième type, cette fois. Et la troisième forme de géothermie, c'est la géothermie assistée par pompe à chaleur, qui recense plusieurs formes de technologies différentes, dont certaines sont plus ou moins bien connues du grand public. Voilà, et on peut éventuellement les détailler si on souhaite faire un focus. Là, sur le slide, on doit en noter 6 ou 7, et les deux principales sont, enfin les deux plus déployées, on va dire, sont la géothermie sur sonde verticale et la géothermie sur aquifère. Alors, sur sonde verticale, est-ce que vous pouvez un petit peu détailler comment ça fonctionne? Alors, premier point très important, c'est que tous les sous-sols sont forables et tous les sous-sols sont géothermiquement exploitables. On peut faire de la géothermie sur tout le territoire. Certains sous-sols sont plus propices que d'autres. Dans certains cas, on peut avoir des contraintes à la foration. On peut être dans un régime déclaratif ou soumis à autorisation, mais il n'y a pas de limite à la bonne volonté. On peut normalement étudier une solution géothermique sur la quasi-totalité du territoire. Ce procédé est relativement simple. On va venir réaliser un forage entre 50 et 200 mètres, plus généralement entre 100 et 200 mètres, un diamètre relativement étroit, inférieur à 20 cm, et on va y insérer un capteur vertical. C'est un tube qui descend et qui remonte. C'est une double épingle qui va permettre de faire circuler de l'eau, parfois chargée en glycol, qui va permettre de récupérer les calories pour la ramener à la pompe à chaleur.
Le but va être de réitérer l'opération jusqu'à avoir la bonne énergie qui va nous permettre d'avoir une bonne couverture géothermique sur le projet. Donc une technologie tout à fait mature qui est prête à être massifiée et déployée. Voilà. Et ça, on reviendra dessus. Alors, ça représente 90% des installations avec la géothermie sur nappe. Ça, c'est vraiment les deux principales. Comment ça fonctionne ça, la géothermie sur nappe, c'est probablement la technologie qui est la plus perçue, la plus appréhendée dans l'imaginaire collectif, dans la pensée collective. Ça consiste un petit peu comme on a la géothermie profonde sur le Dogger. Ça permet de travailler sur les calories d'un aquifère. C'est-à-dire qu'on va puiser de l'eau, un puits d'aspiration, un puits de rejet sur une nappe alluvionnaire et on va transmettre ces calories à la pompe à chaleur. Donc on a une température de l'aquifère qui est relativement stable toute l'année et qui vous permet un niveau de performance très élevé. Alors soit on a la chance d'avoir un aquifère qui est exploitable sous nos pieds, auquel cas il faut y aller, et si ce n'est pas le cas, on peut basculer sur une solution en sonde géothermique, et si pour des contraintes qui sont relativement rares, on ne pourrait pas forer, on peut basculer sur des solutions qui se font non pas avec des foreuses, mais avec des pelles mécaniques. Voilà. Merci Christophe pour cette mise à jour technique. On y voit déjà un peu plus clair. Pascal, je vous demanderai dans un instant comment on explique que la géothermie, c'est le parent pauvre de la chaleur renouvelable. Mais avant, on va crever l'abcès, si je puis dire, puisque vous êtes sans doute, enfin vous le savez, il y a ce gros sujet de MaPrimeRénov' qui est sur la table avec cette suppression annoncée par le gouvernement. Forcément, est-ce qu'il va y avoir des impacts sur la géothermie qui est notre sujet du jour, Pascal ? Oui, alors bien sûr, on a une incompréhension totale sur cette décision d'arrêt des aides MaPrimeRénov' et on pense bien évidemment au public modeste et grand modeste qui peuvent profiter de ce système pour rénover leur maison, aux installateurs bien sûr qui sont engagés dans cette démarche. Alors pour répondre clairement à la question, si ça pouvait être un avantage, la géothermie est très peu concernée finalement par ce phénomène, par cet arrêt brutal des aides MaPrimeRénov' parce que dans la plupart des cas, nous sommes plutôt sur des bâtiments de grand volume. Donc on est beaucoup moins sur des modestes ou grands modestes, si ce n'est qu'on peut quand même être sur des bâtiments qui sont pour des bailleurs sociaux et du logement social, donc il faut quand même en tenir compte. Mais globalement, on va plutôt chercher les certificats d'économie d'énergie, où là c'est ouvert à tout le monde, plutôt que MaPrimeRénov'. Et puis je tiens à le préciser aussi, c'est que hier c'était la journée de l'environnement, donc aujourd'hui c'est très bien, on parle de géothermie. En fait, on est passé de l'écologie à l'escrologie, j'ai envie de dire, ce néologisme barbare ce matin. Et il faut vraiment qu'on sorte justement de ces circuits quasi mafieux aujourd'hui autour de la rénovation énergétique. On a la chance en géothermie, c'est qu'on est très peu concerné par ces problèmes-là parce qu'on a des réseaux robustes, à la fois d'installateurs qui sont vraiment des pros du chauffage et de la géothermie. Et on a également, on en parlera tout à l'heure, des réseaux de foreurs, c'est pareil, qui ont un savoir-faire. Donc on est en dehors de ces circuits-là, bien heureusement, j'ai envie de dire. Bon, alors ça, c'est un des principaux avantages de la géothermie. Bonne nouvelle par rapport à MaPrimeRénov'. Mais quand même, Pascal, ma question, c'est de savoir, on entend souvent que la géothermie est le parent pauvre de la chaleur renouvelable. Comment vous l'expliquez ? Alors déjà, ce qui est clair, c'est que ce système, moi je dis toujours, il faut mettre la bonne solution au bon endroit. La solution de la géothermie, déjà, elle doit être en adéquation avec les consommations énergétiques. D'ailleurs, un bon système de chauffage aujourd'hui, sa vraie rentabilité, c'est pas les aides, c'est la consommation énergétique, c'est le delta qu'on va créer entre la consommation initiale et une fois les travaux réalisés, à la fois bien sûr de système de chauffage et éventuellement d'isolation, à quoi on arrive, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir la rentabilité dans le temps. On sait qu'un système de géothermie est plus coûteux. Entre les systèmes de forage, l'installation du matériel, ses spécificités d'installation, on a des coûts d'installation qui sont plus importants qu'une pompe à chaleur RO. Mais par contre, on a des performances qui sont aussi plus importantes, puisque, comme ça a été dit tout à l'heure, on a en général des réseaux d'eau, quand on parle de l'aquathermie notamment, où ça nous permet de maintenir des COP performants tout au long de l'année, quelle que soit la saison, et ce qui nous permet d'être beaucoup plus performants et de réduire énormément les consommations énergétiques. Mais c'est le coût de départ qui est souvent le premier frein pour l'instant encore à ce type d'installation.
On reviendra d'ailleurs sur cette notion de performance énergétique avec vous tout à l'heure, Benoît. Il y aura des exemples très concrets que vous avez développés chez Viessmann. Mais avant, Christophe, je me tourne vers vous. Est-ce que aussi, donc il y a l'histoire du coût dont nous parlait Pascal. Est-ce qu'aussi il y a un manque d'offres de forage aujourd'hui en France en tant que vice-président de la FPG ou c'est pas vraiment le sujet? Que diriez-vous? Il y a un sujet, bon, je dirais qu'en complément de l'offre qui est plus onéreuse, vous avez aussi une méconnaissance du produit. Oui. Mais sur l'offre forage, c'est un sujet depuis un certain temps parce que c'est vrai que vous avez dit, la géothermie comme le solaire thermique sont les parents pauvres de la chaleur renouvelable. On avait une belle filière d'excellence il y a une bonne décennie et on est passé par une période assez sinistrée, où on trouvait moins d'expertise, des entreprises de forage qui ont fermé, qui n'ont pas été reprises. Et aujourd'hui, alors que la géothermie reprend, c'est vrai que sur les 2-3 dernières années, on a fait face à un manque certain d'entreprises de forage. Alors il y a un appel qui a été entendu, puisque les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie sont assez encourageants sur le développement de la géothermie sur la prochaine décennie. Il faut qu'on triple, qu'on quadruple le parc. Donc beaucoup d'entreprises ont pris ça très au sérieux, se sont structurées pour répondre à cette demande. Il y a toujours une carence auprès du particulier dans certains secteurs de France. Par contre, sur le tertiaire, parce qu'on fait de la géothermie sur pompe à chaleur aussi bien dans l'habitat individuel, collectif, tertiaire et un petit peu en application industrielle. Et donc, ce renouveau de la géothermie a permis de restructurer les entreprises de forage qui se destinent plutôt à une activité tertiaire, du logement collectif, mais j'avoue que sur le particulier, il y a encore certaines zones qui manquent d'offres forage. Donc, on est en reconquête du terrain. Ça va beaucoup mieux, mais ce n'est pas encore parfait. Voilà. Il y a encore des efforts à faire et le tertiaire, le collectif, on y reviendra tout à l'heure pour vous exposer les marchés sur lesquels le potentiel est très intéressant pour la géothermie. Mais avant, Benoît, en tant que fabricant, quel est votre regard sur ce volet technique de la géothermie qui peut être un frein, voilà, il ne faut pas se le cacher, pour les installateurs? Alors aujourd'hui, on va essentiellement parler du marché du remplacement, puisque c'est notre activité, c'est celle qu'on constate au quotidien. Et sur le marché du remplacement, c'est la reprise, on va dire, de responsabilité sur les capteurs et les sondes qui peut faire peur, qui peut être un frein. Et du coup, c'est plus simple pour l'installateur qui n'est pas forcément, comme tu le disais Christophe, bien au fait de tout ça et avec un réseau autour de lui, d'aller reprendre cette installation. Et du coup, ils vont plutôt sur l'aérothermie que la géothermie. L'aérothermie qui a bien progressé sur ces 20 dernières années aussi. Mais pourtant l'essentiel de la géothermie, c'est la robustesse. On est sur un produit qui est robuste et c'est pas rare qu'on nous demande encore des pièces sur des machines qui ont plus de 30 ans. Voilà, donc voilà. Ça c'est beau. Voilà. Pascal, vous qui faites de la géothermie depuis, 30 ans dans votre zone de Seine-et-Marne. Tout à fait. La robustesse, ça, j'imagine que ça vous parle. La pompe à chaleur géothermique, vous diriez que c'est au-delà de ça, c'est une solution qui s'inscrit dans la durée? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on commence à regarder effectivement pour remplacer les machines qu'on a installées il y a 30 ans. Mais finalement, on s'aperçoit, comme ça a été dit, que les niveaux de performance sont vraiment maintenus même au bout de 30 ans. C'est des machines robustes et souvent la conception sont beaucoup... souvent il y a peu d'électronique. À l'époque, c'est beaucoup de télémécanique dans les machines. La conception, elle est souvent pensée plus industrielle que des machines résidentielles. Donc ça a été pensé robuste dès le départ. Donc c'est des machines, oui, qui s'amortissent dans le temps. Qui ont d'ailleurs des coûts de maintenance aussi qui sont très raisonnables et au vu de la longévité du matériel, en fait, on s'aperçoit que on a un vrai retour d'expérience, c'est-à-dire que parfois, quand on nous dit oui, c'est nouveau, non, la géothermie, on le voit bien, ça fait des décennies que ça existe. Et je rejoins ce qui a été dit au niveau des installateurs, c'est qu'aujourd'hui, on a tout un pan de génération d'installateurs qui ont ce savoir-faire dans la géothermie, dont je fais partie. À un moment donné, il y a des départs en retraite et il va falloir qu'il y ait une relève, il va falloir qu'on forme aussi massivement des installateurs aussi à la géothermie. La formation, on en parlera également, la structuration de la filière, c'est des sujets importants. Mais avant, est-ce que vous auriez un exemple très concret? Justement, je disais que ça faisait 30 ans, vous faites de la géothermie dans votre zone de Seine-et-Marne. Un exemple très concret qui peut nous permettre de vraiment bien comprendre l'avantage d'une pompe à chaleur géothermique, les bénéfices associés. Est-ce que vous pourriez nous partager un exemple? Oui, nous en Seine-et-Marne, on est souvent sur des bâtiments, souvent c'est des grosses bâtisses qui sont associées à des bâtiments agricoles.
qui sont les espaces vides des clients, où on a pas mal aussi de haraïs, des chevaux, etc., qui ont des bâtiments ou des châteaux. En Seine-et-Marne, on a pas mal de châteaux. Et en fait, souvent, ces bâtiments-là étaient au fioul. Donc, on a régulièrement des bâtiments, donc plus de 300 mètres carrés habitables, 300, 400 mètres carrés, avec des grandes hauteurs sous plafond, parce que c'est des gros volumes, avec une isolation moyenne, même si on voit qu'il y a des progrès qui ont été faits en la matière. Et donc, on sait très bien que les packs Aero, à part de faire des cascades, c'est très compliqué. La géothermie aussi a cet avantage-là, c'est que les machines sont installées en chaufferie et on n'a pas besoin de mettre des machines à l'extérieur. Donc il y a les forages qui sont faits, une fois que c'est fait, on voit plus rien. Tout est voilà, c'est peu visible. À la fois un avantage et peut-être un défaut, parce que la géothermie est invisible, donc elle passe souvent sous les radars. Beaucoup de bâtiments sont chauffés en chauffeur ou rafraîchis en géothermie. On ne le sait pas, contrairement à d'autres ENR qui sont visibles. Entre les aérothermes, le solaire, même une biomasse est visible. Une géothermie, par contre, ne se voit pas. Et ce qui est intéressant, c'est le bilan de consommation. Souvent, on a des particuliers qui ont ce type de bâtiment, qui ont des consommations de fuel ou de propane, 15 000, 20 000 euros par an. Et donc, ils recherchent des solutions déjà pour réduire le coût énergétique annuel. Et on arrive à de passer de 15-20 000 à plutôt 4-5 000 euros d'électricité à l'année. Et donc, automatiquement, ça change la donne, en n'oubliant pas qu'il y a la consommation de la pompe à chaleur, mais quand on est sur forage d'eau, il y a la pompe aussi de forage qui consomme aussi un peu d'électricité. Mais ceci étant dit, on voit bien que historiquement, sur les différents bilans qui ont été faits, on tient les objectifs de départ, c'est-à-dire que on n'aurait pas trop de difficultés d'ailleurs là pour le coup sur ces solutions-là à engager un contrat de performance énergétique, parce que globalement on tient la route, on le voit bien par le retour d'expérience sur les consommations réelles et les économies réelles réalisées par le client final. On en arrive, en parlant de client final, au potentiel de marché. Benoît, selon vous, quels sont les marchés qui offrent le meilleur potentiel pour la géothermie ? Alors, pour ce qui est du résidentiel individuel, on est vraiment, comme je disais tout à l'heure, sur le marché du remplacement. Et puis après, pour ce qui en est du résidentiel collectif et le petit tertiaire, voire le grand tertiaire, là, on va trouver des installations neuves, c'est beaucoup plus dynamique. Et puis, on va aussi trouver beaucoup de modernisation, d'hybridation d'installations existantes. C'est ce qu'on verra un petit tout à l'heure avec quelques exemples très concrets. Et puis, ça permet aussi de faire rentrer le thermodynamique en centre-ville avec certains systèmes. C'est vrai qu'on ne les voit pas. On va peut-être mettre des panneaux maintenant. Ici, vide. Oui, c'est des sujets qu'on a déjà évoqués. On va mettre des plaques sur les bâtiments. Là, il y en a une. Donc tu m'as donné une idée, on va proposer ça à nos adhérents. Et puis voilà, donc on a aussi ces solutions hybrides qui sont très intéressantes pour à la fois remplir les objectifs de décarbonation et puis les objectifs financiers, tu en parlais tout à l'heure, les retours sur investissement, donc liés à la baisse des consommations. Après, les freins qu'on peut trouver, bien évidemment, parce que tertiaire, c'est un peu plus gros, collectif, il y a d'autres parties prenantes, eh bien, c'est essentiel que les fabricants accompagnent les bureaux d'études, même des fois les syndics, sur le montage de ces dossiers, en arrivant avec des solutions un petit peu, on va dire, préétablies, avec les ballons, les machines, la bonne connexion avec les capteurs. Voilà. On va s'attarder sur ce marché tertiaire avec vous, Christophe. Quels sont les principaux avantages, on en a déjà un peu parlé, mais concrètement à basculer en géothermie sur ce marché ? Le marché tertiaire, souvent, a des besoins de froid, en plus des besoins de chaud. Bon, vous me direz le particulier aussi, on a des besoins de froid dans beaucoup de bâtiments, mais c'est peut-être plus flagrant dans son déploiement dans les bâtiments tertiaires. Vous l'avez compris, la géothermie permet de faire du chaud en hiver, en puisant des calories. Et l'été, vous pouvez inverser le cycle, c'est-à-dire que vous allez renvoyer de la chaleur dans le sous-sol et vous allez prélever de la fraîcheur pour descendre la température de votre bâtiment. Très rapidement, deux formes de rafraîchissement différents. Un géocooling qui est assimilé à du rafraîchissement gratuit, un confort, ou un rafraîchissement actif qui s'apparente à de la climatisation, avec des rendements souvent meilleurs que ce qu'on peut trouver en pack traditionnel. Et donc, ce rafraîchissement vous permet d'approcher une forme d'équilibrage énergétique. Donc, on comprend que quand on se rapproche de cette forme d'équilibrage, on a une optimisation des CAPEX au niveau des investissements, et puis aussi une optimisation des OPEX. Les coûts de fonctionnement sont plus performants puisqu'on arrive à avoir une température de sous-sol plus importante en période hivernale et puis une température qui permet de climatiser l'été. Donc comme dit, le fait de rafraîchir permet d'optimiser à tous les niveaux. Concrètement, tout bâtiment tertiaire qui a des besoins de chaud, si on peut lui greffer du froid, c'est tant mieux. Donc pour ça, il faut des émetteurs réversibles.
mais la réversibilité du système est un très bon point pour la géothermie. Donc ça, premier point, tout ce qui concerne le rafraîchissement géothermique. Deuxième avantage, il y a une question de stockage intersaisonnier, me semble-t-il. Eh ben, c'est un petit peu le lien finalement. Vous voyez une géothermie déjà comme une forme de stockage. Par nature, une sonde géothermique, si je prends cet exemple, va travailler sur 200 mètres de profondeur et puis un diamètre qui va aller autour de 10 mètres. Donc, vous voyez ça comme un cylindre qui ferait 10 mètres de diamètre sur 200 mètres de haut dans lequel on va charger, puiser du chaud et du froid. Donc comme dit, si vous avez la possibilité de faire du froid parce que vous avez des émetteurs dans le bâtiment qui vous le permettent, c'est très bien. Vous allez vous rapprocher de cette forme d'équilibre, je me répète. A l'inverse, si vous n'avez pas la possibilité de faire du rafraîchissement, vous pouvez coupler votre installation géothermique avec toute forme de chaleur extérieure. Vous pouvez coupler vos sondes géothermiques avec des panneaux solaires thermiques, avec de la chaleur fatale, avec de la récupération. Concrètement, vous pouvez venir chanter une forme de chaleur extérieure, la réinjecter dans votre sous-sol et donc remonter votre sous-sol en température. C'est ce qu'on appelle un stockage intersaisonnier. Voilà. Alors il y a des contraintes administratives et des deltas de température à respecter. On ne va pas trop s'attarder sur ces sujets. Mais voilà, la géothermie vous permet, comme dit, de fabriquer une espèce de batterie dans laquelle on vient charger et décharger du chaud et du froid. Et est-ce que vous pourriez m'expliquer, j'ai entendu parler de la BETEG, la boucle d'eau tempérée à énergie géothermique. Ça, de quoi s'agit-il? Ça, pour moi, c'est un regard vers l'avenir, un défi qui est salutaire, mais qui ouvre beaucoup de portes. La question, c'est comment vous chauffez, Nicolas? Et toi, Pascal? Et toi, Benoît? Comment tu chauffes? Comment je chauffe? Comment est-ce qu'on peut mieux chauffer ensemble? Voilà. La question à se poser, c'est comment composer avec ses voisins pour mutualiser la ressource, optimiser les investissements et les niveaux de performance. Imaginons que moi je suis dans un bâtiment de logement et toi tu es un bâtiment tertiaire, les besoins ne sont pas appelés au même moment dans la journée. Il y a donc une complémentarité. Si toi, Benoît, par exemple, tu as des besoins de froid parce que tu travailles dans un hôpital, eh ben, on voit qu'il y a une complémentarité en plus qui vient se rajouter. Et le fait de mutualiser tous ces besoins, qui ont des intermittences et des besoins, des appels à des moments différents, permet en fait d'optimiser l'installation et son niveau de performance. Voilà. Donc soit on peut le faire avec ce qu'on va appeler un réseau de chaleur urbain de surface, c'est-à-dire on va venir connecter des bâtiments avec une production centralisée, un régime de température qui est flat, ou alors on va venir greffer des pompes à chaleur sur chaque bâtiment, c'est ce qu'on appelle la boucle d'eau tempérée à énergie géothermique, qui va permettre d'assurer différents régimes de température entre les bâtiments. Voilà. Pascal, au-delà des avantages, innovations, vous venez de nous présenter, Christophe, le décret tertiaire qui engage les acteurs du tertiaire vers la sobriété énergétique, est-ce que c'est aussi, selon vous, un levier sur lequel les installateurs qui nous regardent peuvent s'appuyer pour le déploiement d'installations de pompes à chaleur géothermiques? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a des frémissements, on va dire, de demandes aujourd'hui. Effectivement, il y a une méconnaissance. Donc, il va falloir qu'on parle, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais il va falloir qu'on déploie plus de communication autour de des solutions de géothermie, parce que bien souvent, quand on en parle aux maîtres d'ouvrage, les propriétaires bailleurs de bâtiments tertiaires, ils ne connaissent pas forcément ces technologies. Donc, ça nécessite de démocratiser la solution, de montrer les possibilités. C'est vrai que c'est important de pouvoir, dans des zones d'activité, mutualiser, ce qui a été proposé tout à l'heure dans des solutions. On va pouvoir de cette manière, puis avec toute la data aujourd'hui qu'on est capable de faire avec les systèmes de GTC, GTB, etc., ouais. On va pouvoir vraiment piloter des ensembles de bâtiments beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Et ce qui permettra aussi de réduire quelque part les coûts d'investissement pour chaque bâtiment. Et ça, c'est des solutions qu'il va falloir continuer à proposer, déployer, faire connaître pour les mois et années à venir. Et la tendance est plutôt bonne, hein. On est dans un bon mood, une bonne vibe, j'ai envie de dire. On voit de plus en plus de projets sur ces BTEG ou ces réseaux de chaleur urbains en géothermie de surface qui voient le jour. Par rapport à ce qui se faisait il y a une décennie, aujourd'hui c'est le jour et la nuit. Voilà. Donc on est sur une tendance qui est très encourageante. On l'a bien compris, qu'en ce qui concerne les bâtiments tertiaires collectifs résidentiels, il y a un vrai gain énergétique, performance énergétique à basculer en géothermie. Benoît, vous me voyez venir. Est-ce que vous auriez un exemple concret à nous partager d'une de vos réalisations chez Viessmann pour bien qu'on mesure ce gain énergétique pour un bâtiment tertiaire quand on bascule en géothermie? Un exemple, oui, ça a été très difficile de le choisir. Pléthore d'opportunités. Donc, avec mes collègues du pôle études et prescriptions, donc Xavier Taboga et Eric, on en a choisi un qui nous semblait particulièrement intéressant. C'est l'exemple d'une école dans la ville de Breuillet qui avait d'abord une priorité, une volonté de décarbonation.
Et puis, du coup, la solution qui a été proposée, alors, il y avait des petites photos avant, après. Hein. Si on peut faire beau aussi, on essaie de le faire. Donc, vous pouvez l'apprécier. Donc, la solution qui a été retenue, c'est de la géothermie, mais en hybridation, pour atteindre à la fois la partie décarbonation et puis la partie financière, c'est-à-dire un retour sur investissement très inférieur à 10 ans. On est sur 6 ou 7 ans. Voilà. Vous voyez quelques petites photos avec notamment la cour d'école qui a été utilisée pour positionner le capteur. Donc voilà, donc c'est possible et c'était un nouveau capteur. C'est-à-dire que c'est une modernisation avec un nouveau capteur. Alors que tout à l'heure, on parlait un peu des freins sur des installateurs pour aller vers maintenir avec cette peur de la reprise de responsabilité. Et bien là, il y a des gens qui osent, voilà, pour faire ce genre de solution. De plus en plus de gens qui osent, c'est bien. Ah oui, il faut. Merci pour cet exemple. La performance énergétique, ça on l'a bien compris, c'est un atout non négligeable pour la géothermie. Ça m'amène aux objectifs de transition énergétique fixés par le gouvernement, vous l'évoquiez tout à l'heure, à travers la PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, pour atteindre donc la neutralité carbone en 2050. On en est à la PPE 3 qui court sur la période 2024-2030. Quels sont les objectifs, Christophe, fixés en ce qui concerne la géothermie ? Là, on est en 2025, 2035. L'objectif, aujourd'hui, on a un parc à peu près de 4,7 TWh. C'est le parc existant en géothermie de surface. En géothermie profonde, il doit être d'un peu plus que 2. On a un parc total qui doit être autour de 6,5-7. Mais restons focus sur la surface. On est approximativement à 4,5 et il faut qu'on passe à 15 fourchettes basses et 18 fourchettes hautes en 10 ans. Donc ça, c'est un objectif qui est ambitieux, qui est réaliste, légitime. Mais qui demande un peu de remise en question, de l'ambition, oser, de la formation, qui demande pas mal de choses. Donc il faut réunir pas mal d'ingrédients, mais normalement on a tous les atouts, toutes les armes nécessaires pour arriver à atteindre cet objectif. Voilà. Mais quels sont concrètement les principaux freins qui restent à lever? C'est quoi? C'est du législatif, du réglementaire? Ça repose On sur l'a quoi? dit, il y a une optimisation des coûts à trouver. Il faut passer par une industrialisation du process. Il faut massifier le développement des travaux de forage pour réussir à optimiser les coûts. Il faut former, il faut éduquer, il faut évangéliser. Il y a un travail à ce niveau-là qui est quand même encore assez important. Ça va beaucoup mieux qu'à l'époque parce qu'on voit qu'on a beaucoup plus de bureaux d'études qui sont qualifiés en géothermie. Les chiffres augmentent année après année. Donc c'est encourageant, mais ce n'est pas encore suffisant. Et puis après, il y a des freins réglementaires et législatifs qui nous permettraient d'accélérer le recours à la géothermie sur les seuils de puissance qu'on peut atteindre sur un régime déclaratif qui ne sont pas soumis à titre minier. Aujourd'hui, par exemple, la géothermie est bridée à 500 kW côté sous-sol et on espère bientôt voir une rehausse à 1 voire 2 MW. C'est un sujet qui pourrait nous permettre d'atteindre plus rapidement ces fameux objectifs PPE. On a les sujets de clarification au niveau du stockage intersaisonnier, on a la création d'un forage de reconnaissance, enfin bon, on a plusieurs revendications qui sont actuellement en cours d'étude et on a plutôt bon espoir de les voir aboutir puisqu'elles sont légitimes et comme dit, nous permettraient d'atteindre ces fameux objectifs. Voilà. Pascal, votre regard sur ces freins, vous qui connaissez bien le sujet? On l'a vu, ça va être une résonance filière. Pour que ça réussisse, il faut que la filière soit mobilisée. Donc la filière, on l'a vu, les foreurs, les installateurs, les industriels. C'est ce qu'on veut faire au sein de l'AFPAC, l'Association française pompe à chaleur. On veut effectivement avoir vraiment un travail de fond, filière, sur des solutions géothermiques. Aussi les PACADON, on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple qui a été cité avec Wiesmann. Donc il faut qu'on ait une panel de solutions, mais pour ça il faut une mobilisation de la filière en termes de massification, de formation, aussi bien pour les foreurs que pour nos chauffagistes. Et il faut également qu'on arrive à former à la fois dans la formation initiale nos jeunes sur la géothermie, dès le plus jeune âge, j'ai envie de dire, et puis dans le cadre aussi de reconversion ou dans le cadre de la formation professionnelle continue, qu'on puisse également former les techniciens et qu'on ait une vraie relève des chauffagistes qui avaient cette expertise dont on parlait tout à l'heure. Ouais, et puis une compétence à la sortie de l'école qui est déjà enclin à passer le cap à la géothermie. Plutôt que de continuer systématiquement à apprendre sur le tas, il faut qu'il y ait une phase d'aguerrissement qui se fasse dès en période scolaire, quoi. Que ce soit à différents niveaux, mais on voit trop de professionnels qui arrivent sur le marché du travail, de jeunes qui arrivent sur le marché du travail sans avoir cette expertise géothermique. Voilà. Et qu'est-ce qu'il explique selon vous? C'est une question de mentalité, de manque d'offres? Parce qu'aujourd'hui, bien que la profession grossit,
ça reste encore un marché de niche dans la niche. L'énergie, c'est déjà un marché qui est particulier. La géothermie, c'est la niche dans la pompe à chaleur. C'est trop peu représenté. Aujourd'hui, je pense pour qu'il y ait des formations bien spécifiques sur le périmètre scolaire, quoi. Voilà. Donc les foreurs apprennent sur le tas. Il n'y a pas d'école de forage. Vous en avez pour de la géotechnique ou des enjeux pétroliers, mais vous n'avez pas d'école pour apprendre les travaux de forage géothermique. Donc les compagnons se forment sur le tas, sur le chantier. Récemment, on a vu la création d'un CQP, c'est un contrat de qualification professionnelle qui a été escorté par le SFEG, c'est le syndicat des foreurs d'eau et de géothermie, et la FPG. Donc il y a les premières sessions qui commencent à être déployées, mais ça avance progressivement. Il faut qu'on crotte pour que ça aille plus vite. Voilà. Et il n'y a pas un projet du côté de Pau, non? Il n'y a pas une école? C'est là en bas que le CQP a vu ses premières formations. Oui. Et aujourd'hui, vous avez d'autres organismes qui se sont engagés à dispenser ce contrat de qualification professionnelle. Voilà. Une question maintenant plus spécifique concernant le volet innovation de la géothermie, dont on n'a pas encore parlé tous les trois. Quand on parle de géothermie, on associe directement au forage, on va l'évoquer, mais il y a plein de petites innovations qui commencent à fleurir un peu de tous les côtés. Benoît, justement, sur ces innovations qui émergent, que pouvez-vous nous partager sur le sujet? Alors, ces innovations, elles émergent dans la tête de thermiciens fous, qui ont bien conscience qu'une machine géothermique, c'est avant tout une machine OO, qu'on peut aussi faire de la récupération d'énergie. Moi, j'ai vu des choses assez vraiment sympathiques. C'est transformer une machine géothermique. Moi, j'appelle ça une chaudière digitale. Voilà, on va récupérer l'énergie sur un petit data center qu'il va y avoir dans un quartier, puis on va aller chauffer la crèche qui est à côté. Avec ça, ça veut dire que les interlocuteurs doivent se parler. Bien sûr. Il y a des facilitateurs. C'est très vertueux ce que tu présentes là, mais c'est du bon sens. C'est clairement du bon sens. Quand on a fait la formation thermique, ça, on a envie de ces choses-là. Voilà, quand on est sensible à ça. Sûr. Et puis, moi, j'ai même vu dans les choses plus avancées une petite supérette qui va chauffer une piscine. Voilà, on récupère c'est ça aux petits oiseaux, comme on dit. Eh bien, on récupère l'énergie et on va la mettre dans la piscine municipale. Voilà, mais là aussi, il faut des bonnes volontés, il faut oser, il faut avoir envie d'innover. Mais on innove finalement avec des choses qui sont maîtrisées. Voilà. Et en parlant d'innovation, je crois savoir que chez Viessmann, vous avez accompagné un projet innovant justement de géothermie pour Paris Habitat. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que c'est un peu du jamais vu, si je puis dire. Oui, c'est un travail, là aussi, il faut oser, il faut se documenter, il faut travailler avec des gens, on va dire, compétents dans leur domaine respectif. Et donc là, c'est une modernisation, encore une hybridation aussi avec une chaudière. Donc c'est un système qui permet de proposer le chauffage et ou l'eau chaude sanitaire à 72 logements en centre-ville. Et là, la caractéristique de cette innovation, c'est d'utiliser l'énergie qui est dans le parking. Voilà, à travers des capteurs accrochés au mur. Donc là, à mon sens, là, on commence à toucher à de l'innovation technique plus récente. Donc c'est extrêmement intéressant. Et ça a été mené grâce au support du pôle études et prescriptions, des interactions fortes avec les différentes parties prenantes. Voilà, donc sur l'intégralité. Mais il y a aussi d'autres choses qui commencent à arriver avec les panneaux photovoltaïques sur lesquels on vient faire de la récupération d'énergie et qu'on relève avec une chaudière géothermique. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Quel est votre regard, Christophe, sur toutes ces innovations en tant que vice-président de la FPG? Je pense en fait que, tu viens de toucher un sujet sensible, c'est qu'on ne dimensionne plus les installations géothermiques comme on le faisait à l'époque. Depuis la crise ukrainienne, on a montré cette volonté de gagner en souveraineté énergétique. Beaucoup de bâtiments souhaitent casser avec le fossile, mais on sait que la géothermie, elle est parfois intéressante pour traiter l'intégralité des besoins de chauffage. Parfois, il faut la regarder sous un autre angle, c'est-à-dire qu'on va se concentrer uniquement sur une partie des besoins. On va venir traiter un talon, c'est-à-dire qu'on va venir traiter une base des besoins sans traiter l'intégralité. Pourquoi? Parce qu'en traitant un talon, vous allez décarboner, vous allez piloter en fait votre investissement. Vous allez décarboner votre bâtiment, une belle empreinte carbone avec un investissement qui est maîtrisé. Si vous faites la totalité des besoins, vous allez vous retrouver parfois avec un surinvestissement. Donc il faut être, vous allez me dire c'est une banalité infligeante, mais l'avenir on le sait, c'est le mix en fait. Il y a aujourd'hui un existant des réseaux qui sont là. Le gaz, il faut l'utiliser de façon intelligente. Il faut baisser, mais c'est parfois un bon allié. Toutes les énergies sont complémentaires entre elles, j'ai envie de dire. Donc parfois, traiter un bâtiment en base en géothermie et faire un appoint avec du fossile, c'est pas grave. Il faut regarder la quantité qui est consommée. Les appoints se font aussi de plus en plus maintenant avec des paquets ou des appoints en chaudière électrique. Et c'est des habitudes qu'on ne voyait pas il y a quelques années.
Moi, pendant une dizaine d'années, j'ai dimensionné beaucoup la géothermie en base, avec des appoints au gaz et partiellement des installations 100% géothermie. Depuis la crise ukrainienne, j'ai beaucoup de projets en base géothermie, des appoints aéros, des appoints en chaudière électrique, donc des appoints électriques. Voilà. On voit les habitudes qui ont changé, parce qu'il y a cette volonté de gagner en souveraineté énergétique et de se décharger du fossile. Et donc ça nous emmène sur des nouvelles techniques, des nouvelles approches de dimensionnement. Voilà. Et rien que ça, c'est une innovation dans la conception. On va dans quelques minutes prendre vos questions, donc n'hésitez pas à continuer à nous les envoyer via le chat sur notre sujet principal qui nous concerne aujourd'hui, la géothermie. Mais avant, Pascal, j'aimerais revenir un instant donc, sur cette géothermie, ce gisement de marché qui est là, particulièrement dans le tertiaire. En tant que président de l'UMG-CCP, qu'est-ce qui reste à faire selon vous pour véritablement démocratiser cette solution ? Alors à l'UMG-CCP, on prend vraiment à cœur de vouloir déployer ces solutions, aussi bien dans le résidentiel d'ailleurs que dans le tertiaire. On l'a dit, ce qui va être important, c'est formation, montée en compétences, déploiement, démocratiser les solutions, mieux les faire connaître au grand public. Travailler aussi en concertation avec les bureaux d'études et les industriels. Encore une fois, la réussite de ce projet, c'est la notion de filière. On voit bien que historiquement, il y a plein de cas comme ça. Lorsqu'on travaille en filière, on décloisonne les choses, on arrive à avancer à grands pas. Pendant des années, en fait, les choses se sont faites avec des initiatives, souvent de très bonnes initiatives, mais très cloisonnées finalement. Voilà. Et donc nous, ce qu'on souhaite à l'UMCP, c'est vraiment décloisonner et avancer en filière pour déployer ces solutions. Et je suis persuadé, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on représente déjà une partie de la filière autour de la table. On voit bien qu'il y a les volontés. Les solutions techniques, on les a. Il faut également que les entreprises qui installent, je parle pour les installateurs que je représente, il faut qu'ils n'aient pas peur d'y aller, mais il faut qu'ils y aillent de manière en toute sécurité aussi par rapport à leur engagement. Il faut savoir qu'on est en train de réviser actuellement les DTU, qui sont les règles de l'art pour les pompes à chaleur, et la géothermie en fait partie. Et j'ai demandé à nos équipes d'ingénieurs qui coécrivent ces règles de l'art de vraiment pouvoir mettre des éléments concrets qui permet de sécuriser les engagements contractuels des installateurs, les limites aussi de prestations entre les foreurs et le chauffagiste, que les choses soient vraiment très clarifiées, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On avait des choses un peu parfois floues, et lorsque des dossiers, malheureusement ça pouvait arriver, ça se passe pas bien, en fait on n'avait pas vraiment de choses, il y avait plutôt des us et coutumes, j'ai envie de dire, qui se faisaient. Mais si on veut capter des nouveaux acteurs, des nouveaux installateurs, il faut qu'on les sécurise aussi sur le fait de savoir qui fait quoi, à quelle hauteur et quel est son niveau de responsabilité. Et ça, c'est important. Et puis la formation, on l'a vu, formation initiale, formation continue. Je ne suis pas inquiet sur les dispositifs d'évolution des produits, puisqu'on voit bien que les industriels aujourd'hui sont dans l'innovation, ont bien compris qu'il fallait déployer des nouveaux sujets. Et puis pour les forages, on travaille également en concertation pour massifier et faire évoluer les projets. Sur cette structuration de la filière, quelles sont les avancées? Qu'est-ce que vous avez mis en place au sein de la FPG, Christophe? C'est une bonne question. On peut aborder plusieurs sujets. En termes de structuration, je dirais que récemment, ce qu'on voit le plus, c'est le développement des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles financiers. On le sait, MaPrimeRénov', c'est un gros sujet pour le particulier. Même si aujourd'hui, quand on est un particulier, se tourner vers la géothermie en comptant sur MaPrimeRénov', c'est pas suffisant. Mais moi, je suis un optimiste de nature, toi aussi. On a bon espoir que ça change. Le fonds chaleur, c'est un gros levier pour le développement de la géothermie dans les bâtiments tertiaires, les logements collectifs. Par contre, le fonds chaleur, c'est pas un puits sans fin. C'est pas un puits sans fin. Donc l'ADEME attend de la part de certaines structures de proposer des modèles de financement innovants. Je suis plutôt bien connecté au sujet de par là où je travaille. Le but, c'est de venir proposer des solutions de tiers financement, des solutions, ce qu'on avait vu avec les marchés globaux de performance énergétique à paiement différé, les fameux MGPE-PD, et le fait que certaines structures se proposent de porter les investissements pour promouvoir le recours à la géothermie auprès d'intéressés qui n'auraient pas les moyens d'y recourir. Ça, aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on ne pourra pas faire l'impasse. Parce que, comme tu l'as si bien dit avant, le surcoût reste encore important.
Concrètement, pour faire simple, quand vous prenez une installation en pack traditionnel, quand vous la comparez à une solution sur pack géothermique, le coût d'acquisition et de pose est à peu près le même sur la partie générateur et chaufferie. Le surcoût est donc lié aux travaux de forage. Ce surcoût, il faut le gommer avec les aides du fonds chaleur. Et si ce n'est pas suffisant, il faut que quelqu'un prenne ça en charge. Donc il y a une réflexion quand même assez importante autour de ça. C'était quoi votre question? Pardon. Pas de souci, c'était ce que vous avez mis en place et je pensais notamment pour la structuration de la filière à ce réseau géo artisan que vous avez créé en 2023. Et bien ça répond parfaitement à ce que Pascal a évoqué avant. Il faut penser filière. Il faut penser filière et on a eu tout simplement des remontées assez importantes de particuliers et autres qui nous disaient j'arrive pas à trouver une entreprise de forage, j'arrive pas à trouver un installateur qui me propose la géothermie. Ils m'orientent plutôt sur leurs habitudes ou sur ce qui leur semble être pertinent, qui ne l'est pas forcément. Et donc on a jugé opportun de promouvoir simplement en fait les entreprises qui s'engagent à proposer la géothermie quand ça fait sens et à défendre la solution géothermique. C'est un accord de bonne conduite et la FPG s'engage à les mettre en visibilité. Ça permet simplement d'avoir un réseau d'entreprises visibles sur tout le territoire qui répondront favorablement à une demande géothermique et qui revendiquent la compétence. Voilà. Donc il y en a sûrement beaucoup plus qui sont en capacité de se faire référencer sur le site, mais ils ne connaissent pas l'adresse ou... Alors, il y a cette piste, en faisant partie du réseau, effectivement, je confirme que ça marche plutôt bien. C'est vrai qu'en termes de visibilité, ce qu'on est en train de voir également avec Qualité ENR, parce que les entreprises qui sont Qualipack aujourd'hui, elles sont Qualipack, mais finalement, elles ne font pas forcément tout. On a du mal des fois pour le particulier qui va aller chercher une entreprise Qualipack. On ne sait pas si en fait elle a la compétence ou du moins la volonté de faire plutôt de la PAC RR, de la PAC Aero, de la géothermie. On n'a pas forcément ce visuel-là. Donc on est en train de travailler avec les équipes de Qualité ENR pour avoir plus de visibilité, pour bien distinguer les entreprises qui sont plutôt sur l'aéro, le RR, et les entreprises qui sont sur la géothermie. Donc je pense que dans les semaines et mois à venir, il y aura une évolution en ce sens qui va être mis en place. Benoît, de votre regard d'industriel et de fabricant, comment vous voyez la structuration de la filière de la géothermie et comment vous accompagnez, vous, les installateurs sur le sujet? J'ai envie de résumer ça dans une phrase toute simple. Okay. Ce que l'on regarde grandit. Voilà. Donc en gros, si on n'en fait pas la promotion, si on n'en parle pas, si tu ne mets pas en place les choses que tu fais avec l'association, eh bien ça ne se développera pas. Donc du coup, nous, le choix qu'on a fait aujourd'hui, c'est de partager en libre accès sur un site dédié. C'est toutes les installations type, ce qu'on peut voir avec des schémas de principe, avec des listes d'équipements, de montrer aussi les retours sur investissement de manière concrète, avec quelques chiffres, qu'on ne soit pas uniquement dans de la publicité, mais vraiment dans des choses concrètes. Donc il y a un site internet qui s'appelle Solutions de prescription. Et quand vous fouillerez dedans, vous verrez qu'il y a beaucoup de géothermie, beaucoup d'hybridation, du petit tertiaire, du collectif. Donc voilà, ça passe à travers la promotion. Et puis ensuite la formation, avec des cursus dédiés. Donc dans une dizaine d'académies partout en France. Voilà. Et puis en t'écoutant, j'ai de nouvelles idées que nous... Tant mieux. On passe plus de temps ensemble. Voilà. Et ben voilà. Oui. Sur le site de la FPG aussi, vous avez et du BRGM, vous avez un observatoire géothermique qui recense pas toutes les installations, mais beaucoup d'installations depuis à peu près une décennie, depuis qu'on est passé à la déclaration d'informatique. Ça vous permet de voir qu'en fait, à proximité de chez vous, vos voisins ont installé de la géothermie. Vous avez plus de 200 000 installations sur pompe à chaleur géothermique. Ça recense aussi les géothermies profondes, toutes les formes de captage qu'on peut imaginer. Ça vous permet juste de vous rassurer sur le fait que si vous avez un projet, il y a déjà quelqu'un avant vous qui a eu probablement la même idée, qu'il y a des références équivalentes qui existent et qui ont probablement été escortées. Voilà. Alors, justement, ça rejoint une de mes dernières questions, puisque dans un instant, on passera à vos questions que vous pouvez continuer à nous envoyer via le chat. Il est encore temps. On sent qu'il y a une structuration de la filière qui se met en place. Il y a des outils, justement, pour avoir ce retour d'expérience. Mais au-delà de ça, Pascal, comment rassurer les installateurs qui nous ont suivis ce matin sur l'accessibilité de ce marché de la géothermie, qui peuvent se dire moi quand même ça me fait un petit peu peur, il manque encore quelque chose pour y aller. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? À l'UMGCCP, on a vraiment cette volonté dans l'ADN, j'ai envie de dire, c'est d'accompagner nos installateurs et de leur proposer des solutions, de travailler avec les industriels qui sont sur ces produits-là,
Il faut des schémas, effectivement, qui soient compréhensibles, qui soient faciles d'accès. Voilà, il faut qu'on continue à accompagner nos installateurs. C'est ce qu'on fait sur plein de solutions techniques, comme on a pu le faire sur d'autres produits, d'autres équipements. Et il faut qu'on arrive à renforcer cette filière. Mais on a besoin d'accompagner nos installateurs. C'est vraiment notre rôle à l'UMCP avec nos ingénieurs. Rappelons qu'ils sont là pour répondre aux questions des installateurs. C'est plus de 6000 questions par an qui sont auxquelles nos ingénieurs répondent. Et on est vraiment là pour ça, pour accompagner, pour leur faire des outils également qui leur permettent on fait des calepins de chantier, on fait vraiment des choses pour qu'il y ait un accès plus simple, des vidéos, etc., des tutos qui permettent véritablement d'apporter la pierre à l'édifice et de démocratiser les solutions. Mais moi, j'encourage vraiment, et encore plus actuellement, dans la période que nous vivons actuellement, plutôt que se marcher les pieds sur les mêmes solutions, parfois, peut-être aller chercher, peut-être qui semblent des solutions de niche, mais finalement, ça leur permet de mettre en avant leur savoir-faire, de vrais professionnels du chauffage, qui sont des gens sérieux, qui sont n'oublions pas des artisans locaux. Nos artisans, ils sont dans toutes les régions de France et de Navarre, et bien souvent l'artisan local, il connaît son territoire, il connaît le terrain, et souvent l'artisan local, il est connu, reconnu pour son savoir-faire, son sérieux, et c'est ce qu'on dit toujours au grand public, c'est allez pas chercher des entreprises qui sont à l'autre bout de la planète, prenez du local, prenez comme vous allez à la boulangerie à côté de chez vous, prenez votre plombier chauffagiste qui est local, qui a le savoir-faire. Et nous, OP, on est là pour accompagner notre artisan local pour qu'il ait ce savoir-faire et en capacité de répondre, d'apporter la réponse géothermique à son client. Je partage tout à fait, c'est un peu pareil dans le monde du forage, vous avez une connaissance assez fine du sous-sol. La plupart des entreprises ont ce côté très artisanal qui fait qu'ils travaillent sur quelques départements ou une région, ce qui leur confère une bonne connaissance du sous-sol. D'autres entreprises ont une approche plus massive pour industrialiser le process avec un déploiement sur tout le territoire, mais vous avez normalement tous les territoires de France, vous trouvez les différents ingrédients pour faire votre bon cocktail géothermique. Vous avez de l'expertise en bureau d'études, vous avez du savoir-faire en installateur, vous avez une entreprise de forage. Normalement, vous avez tout à portée de main. Voilà. Et puis ce que disait Pascal, c'est que la compétence géothermique, c'est un vrai facteur de différenciation. Il n'est jamais trop tard pour se former et il y a des belles affaires, des belles opportunités dans les prochains temps. Donc oui, c'est un appel clair à monter en compétence ou à passer le cap. Il faut faire la première géothermie, après ça va tout seul. On va prendre vos questions dans une petite minute, mais avant, on va conclure nos échanges. Allez, petit tour de table, parce qu'on a abordé beaucoup de sujets autour de la géothermie. On va commencer par vous, Benoît. Si finalement, il y avait une chose à retenir, un élément, qu'est-ce que vous aurez envie de dire à celles et ceux qui nous ont suivis ce matin sur la géothermie, un potentiel à creuser? On a beaucoup réfléchi le titre pour cette émission. Benoît. Très simplement, je pense que c'est le fonctionnement en réseau. Christophe l'illustrait et je pense qu'à ce niveau-ci, on va aussi renforcer ce fonctionnement en réseau. Voilà. Le fonctionnement en réseau pour vous, Benoît. Christophe, qu'est-ce qu'il faut retenir? Souveraineté. Oui. Performance. Réversibilité, mutualisation. Voilà. Merci pour ces 4 mots, 4 termes. Et Pascal, avant de prendre vos questions pour terminer. Tout simplement, lancez-vous. Voilà, il y a de belles affaires à prendre. Vous le disiez, Christophe, une vraie compétence. Il y a quelques freins à lever, on l'a vu, mais tout ça, voilà. Le train est en marche et il ne faut pas rester sur le quai de la géothermie. Allez, on va répondre tout de suite à vos questions que vous nous avez envoyées via le chat. Et c'est Nicolas, ingénieur à l'UMG CCP, qui va faire la voix off. On va écouter sa première question, on vous répond. Oui, alors... je ne sais pas si vous m'entendez, il y a eu pas mal de questions. Pour rebondir un peu sur le réseau géo-artisan, il y a des questions qui remontent où il semblerait qu'il y ait encore quelques régions où il soit difficile de trouver des artisans. Est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer ou pas? Pascal, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'espère, j'ai pas d'espoir. Après l'émission, je pense qu'il va y avoir des inscriptions sur le site. On va être positif. Oui. Deuxième question, donc ça s'améliore, ça va s'améliorer. Voilà, et une question aussi qui revient assez souvent, c'est
la géothermie par rapport à l'aérothermie, effectivement, est-ce qu'il y a des grosses différences en termes de rendement et est-ce qu'on a des retours d'expérience justement sur les COP ou enfin, les rendements saisonniers qui pourraient être rencontrés sur la géothermie? Sur cette question, Christophe. Oui. Après, il y a pas mal de fiches références qui existent, mais les rendements, les coûts vont dépendre de la région où est-ce que vous êtes, de l'installation, de l'application. Est-ce que vous faites que du chauffage et du froid? Est-ce qu'il y a de l'ECS ou pas? C'est un petit peu difficile de répondre comme ça. On l'a dit, on le sait, il y a un surcoût, donc forcément il y a une surperformance derrière par rapport à ce que la PAC traditionnelle peut afficher. Après, il est opportun d'utiliser la bonne techno pour le bon projet. Le but, c'est pas de faire de la géothermie partout à tout va. Le but, c'est de la faire quand ça fait sens. Si on fait déjà ça, on géothermisera beaucoup de sites, on atteindra sans problème nos objectifs PPE. Donc oui, bien sûr, il existe de nombreuses références. Et comme je disais avant, la FPG offre quand même pas mal de visibilité sur son site internet où on trouvera facilement des projets publics ou privés qui ont été menés avec des retours d'expérience. Voilà. Benoît, Pascal, vous souhaitez ajouter quelque chose? Vous trouverez sur nos sites internet justement les expériences avec les chiffres. Donc vous pourriez comparer avec des vraies données. Oui, et puis pour préciser aussi, quand les installateurs ont déjà quelques installations au compteur, l'avantage, il ne faut pas hésiter à aller faire visiter les installations qu'on a réalisées, parce que souvent d'ailleurs les gens sont assez fiers de leur installation de géothermie, donc ils sont assez ouverts à faire visiter leur installation, à échanger, et souvent c'est les meilleurs arguments, c'est l'utilisateur de la géothermie qui le donne, surtout s'il a passé déjà plusieurs hivers avec son installation, il a ses factures en main d'énergie, et c'est lui qui fera l'article, j'ai envie de dire, à la place de l'installateur. Et un client qui est convaincu et qui est satisfait de son système, il en fera aussi, j'irai, les recommandations derrière, à la fois sur le produit installé, l'installateur qui a mis tout ça en musique, avec le foreur qui va bien également. Oui, Benoît, allez-y. On pratique ça même en tant que fabricant. Il y a aujourd'hui un site qui est visité par GRDF et d'autres artisans pour découvrir la chose. Et puis le 18 juin, nous, on va aussi présenter des solutions de ce type-là à la presse pour qu'elle puisse s'approprier les expériences. Alors on peut peut-être rappeler ce que c'est le 18 juin. Allez-y, Benoît. Ah oui, non, c'est l'affaire avec Paris Habitat. Très bien. Et le 19 et 20 juin, vous avez les journées de la géothermie à Biarritz. Et ben voilà, ça fait un beau mois de juin. Et ben exactement. Voilà, vous savez ce qui vous attend dans les même pas prochaines semaines, prochains jours. On y sera. On va prendre une nouvelle question. Nicolas, on t'écoute. Oui, il y a eu notamment une question sur les fondations parfois profondes nécessaires. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à utiliser justement ces fondations pour faire de la géothermie? Ça, c'est une super question que je peux. Allez-y. C'est une technologie qu'on n'a pas pris le temps de présenter avant. C'est une erreur de ma part. Les fondations thermoactives, qu'on appelle aussi géostructures, c'est une technologie qui se déploie exclusivement dans le neuf. Ça consiste à équiper les fondations d'un bâtiment avec des tubes en circuit fermé. C'est un peu le même principe qu'une sonde géothermique, sauf que la sonde est indépendante de la structure du bâtiment, alors que la géostructure, comme son nom l'indique, est liée à la structure du bâtiment. C'est une technologie qu'on peut déployer quand le bâtiment nécessite des fondations de profondeur relativement importante et en quantité importante. En fait, ça permet tout simplement de faire... c'est le double effet qui se coule. Vous faites votre fondation et vous venez récupérer l'énergie du sol en même temps. Voilà. On fait d'une pierre deux coups. C'est une technologie qui est trop peu connue et qui devrait tendre à se déployer plus facilement dans le neuf, quoi. Voilà. Notamment avec l'Aéro 2020 et puis le redémarrage, on va dire, on a quelques frémissements pour reconstruire des bâtiments collectifs, il y a des besoins de logement, et cette solution peut avoir du sens, effectivement. Alors, sachez que cette émission passionne, si je puis dire, puisqu'on m'a dit dans l'oreillette, on a énormément de questions, donc rassurez-vous, on est encore avec vous jusqu'aux environs 10h45. Ça nous laisse un gros quart d'heure pour répondre à un maximum de vos questions. Nicolas, c'est parti pour une nouvelle question. Oui, en début de réunion, vous avez parlé du stockage intersaisonnier et notamment l'intérêt d'utiliser la réversibilité, mais aussi de pouvoir peut-être raccorder d'autres sources d'énergie comme le solaire thermique pour venir recharger effectivement le sol. Mais est-ce qu'on a des retours d'expérience là-dessus pour savoir la capacité d'emmagasiner ou quelle énergie on pourrait réutiliser après au début de la saison de chauffe? Oui, alors, outre-Rhin, les Suisses, pour ne pas les citer, en Allemagne aussi, ont beaucoup plus d'expérience que nous, de recul sur le sujet. En France, les îles de référence, on en voit de plus en plus.
comme je vous le disais avant, on voit de toute façon, il y a de plus en plus de bâtiments qui font du rafraîchissement, on mutualise de plus en plus, on voit de plus en plus de boucles et on voit de plus en plus de solutions de couplage qui voient le jour aussi. Donc des références, on en a, des retours d'expérience aussi. Est-ce qu'ils sont bons? Oui. Alors bien sûr, ça nécessite un peu plus d'ingénierie et de matière grise qu'une conception simple et basique, mais en soi, c'est pas si compliqué non plus, quoi. Le principe est relativement simple, vous l'avez compris, vous venez chanter une forme de chaleur que vous réinjectez dans votre sous-sol. Alors après, vous êtes limité parce que la norme vous limite sur des régimes de température, donc il y a des consignes à respecter, mais on comprend tous très bien le principe, quoi. La géothermie va tirer des calories sur le sous-sol, on va appauvrir le sous-sol. Une géothermie bien dimensionnée se régénère de façon naturelle. On n'est pas obligé de faire du froid ou d'avoir une recharge. On tire des calories l'hiver et à la belle saison, la température du sol remonte progressivement. C'est ce qui rend votre produit durable et renouvelable. Mais malgré cette régénération naturelle, il y a un léger déclin. Et on peut le compenser ou l'améliorer avec, comme dit, une recharge extérieure, quoi. Le solaire thermique, c'est ce qui parle le plus aux gens, parce qu'on voit bien l'apport de soleil, le surplus de chaleur qu'on réinjecte, mais vous avez d'autres formes de chaleur que vous pouvez récupérer sur des data centers, sur des cuisines industrielles, sur de la chaleur fatale. Bref, il y a pléthore de solutions pour récupérer de la chaleur. Et le but, c'est ça, c'est de faire des projets les plus vertueux possibles. Essayer de faire ces fameux mix. Donc des références, il y en a, de l'expertise aussi, de l'ingénierie, il y a tout ce qu'il faut sur le territoire, pas de limite à la bonne volonté. Voilà. Allez, on continue à répondre à vos questions. Nicolas, on t'écoute. Oui, il y a aussi une question concernant le remplacement d'une ancienne installation, parce qu'il y a probablement des gens qui ont été convaincus par la géothermie. On a bien compris que la durée de vie était assez importante, mais néanmoins, on va peut-être procéder à des remplacements d'anciennes installations de géothermie. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à réutiliser le captage géothermique, quel qu'il soit, sur nappe ou sonde? Pascal. Oui, alors effectivement, là, c'est du concret, puisqu'on est vraiment dans des cas aujourd'hui de remplacement d'équipements. Donc, il y a des vérifications à faire au préalable. Quand on va sur une installation qu'on n'a pas forcément réalisée soi-même, il est important de revérifier correctement, je pense pour l'aquathermie par exemple, que le débit est bien là. De vérifier que ça fonctionne. Il faut regarder, pas simplement remplacer une machine à puissance équivalente, mais aller regarder ce qui s'est passé dans le bâtiment. En 30 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a pu y avoir des agrandissements, il y a pu y avoir de l'isolation. Donc en fait, il faut repenser le dimensionnement. Donc là aussi, comme toute pompe à chaleur, le dimensionnement, c'est la clé de voûte. Le forage, il faut s'assurer qu'il soit fonctionnel et il faut redimensionner la machine. Et quand on respecte bien ces règles-là, en général, ça se passe plutôt bien. Et là aussi, on a de nombreux exemples qui ont déjà été faits en remplacement d'équipements. Et on arrive à optimiser sur des systèmes déjà de géothermie, grâce aussi à l'évolution des produits, puisque les machines aujourd'hui ont pas mal évolué. Ouais, un COP plus performant, une robustesse qui a été prouvée. Et quand on fait une géothermie, de toute façon, on se projette. Donc on pense sur le long terme. Il y a une pérennité qui est évidente quand on se lance dans un projet géothermique. Les capteurs qui sont enterrés et cimentés aujourd'hui ont une durée de vie de l'ordre peut-être d'un siècle, évoque-t-on, parce que les sondes géothermiques sont garanties 50 ans. On a des opérations en Europe de géothermie sur nappe qui ont plus de 40 ans. Si la maintenance a été faite correctement, l'entretien des puits a été bien fait, les géothermies fonctionnent toujours. Donc voilà. Pascal, juste, oui, un point important, parce qu'on n'en a pas parlé. On parle beaucoup d'installation, projet, installation, mais la notion de maintenance, elle est hyper importante. Et c'est vrai que sur la géothermie, il y a la maintenance des machines, la vérification des machines, c'est la production de chaleur, mais la partie forage doit être aussi contrôlée, surveillée. Et ça, c'est quand même important que ça soit fait aussi, parce qu'on s'aperçoit souvent, quand on arrive sur des installations où personne n'a mis les pieds sur le forage, parfois on a des problèmes parce que le forage n'a jamais été contrôlé, quoi. Donc là aussi. En géothermie sur nappe, vous avez plus de maintenance, vous avez pas mal de caractéristiques dans la critère. Donc en fonction des caractéristiques de l'eau, vous avez un suivi plus ou moins important. En circuit fermé, que ce soit les corbeilles géothermiques, les murs géothermiques, les capteurs horizontaux, les sondes géothermiques, vous êtes moins contraint. C'est de l'eau qui circule avec du glycol. Il y a une vérification du taux de glycol qui se fait. Bon, généralement, on est sur petit test de pression. C'est vraiment des choses qui sont assez simples, j'ai envie de dire. Voilà. Il n'y a pas une grosse maintenance. C'est un avantage à géothermie, il n'y a pas de maintenance lourde. On prend une nouvelle question, Nicolas.
Oui, c'était plutôt là par rapport aux frais. Il avait été évoqué tout à l'heure les coûts notamment des sondes. Donc il y a une question qui revient assez souvent, c'est de savoir à peu près le coût du mètre linéaire de forage. Et par ailleurs, on avait évoqué aussi le fait qu'il manquait un peu de foreurs et que il y avait une volonté de reconquête de terrain. Quels sont aujourd'hui les délais de réalisation? Est-ce qu'il y a eu des pistes pour industrialiser plus les chantiers de manière à baisser ces coûts-là? Est-ce que peut-être il y a des nouvelles machines de forage? Est-ce qu'il y a des nouvelles sondes de géothermie comme les échangeurs compacts? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des nouvelles technologies de ciment? Enfin, voilà les questions qui se posent par rapport au sol. Alors, sur le coût du mètre linéaire, c'est ce qu'on On va commencer sur ça. Alors comprenez bien que quand vous installez une pompe à chaleur, que vous installiez à Paris ou à Marseille, alors vraiment le coût d'achat et le temps de pose est à peu près le même. Par contre, quand on fait du forage, on dépend du sous-sol. Et certains sous-sols sont plus faciles à forer que d'autres quand on fait du forage. L'exemple de la Bretagne, c'est un socle granitique, un sous-sol qui est relativement simple à forer. Voilà. Donc les coûts de forage sont relativement bas. À l'inverse, en Île-de-France, les coûts de forage sont bien plus élevés parce qu'on fait face à des contraintes géologiques qui sont plus importantes. Donc les coûts de forage ne varient pas selon on va dire, l'offre et la demande du secteur. Ça peut bien sûr arriver, comme tout marché, mais ça dépend beaucoup du contexte géologique. Voilà. Certains sous-sols nécessitent des moyens humains et techniques plus conséquents, et donc le mètre linéaire de forage est plus cher. Ensuite, quand on raisonne... Ouais. Le côté industrialisation, qu'est-ce qui se fait pour peut-être diminuer les coûts? Est-ce qu'il y a des technologies qui arrivent? En termes de techno, on est relativement mature. Je pense qu'il y a peut-être encore des progrès à faire sur de la part des industriels. Réussir encore à augmenter les COP, c'est ma lecture du moment. Il y a eu une grosse progression au niveau des packs air. Il y en a eu aussi au niveau des packs géothermiques, mais je pense qu'on peut encore cranter une seconde fois. Sinon, la technologie en elle, soit les capteurs compacts qui se font l'appel mécanique, ce que vous appelez les corbeilles géothermiques ou les capteurs horizontaux, c'est une technologie qui est relativement simple et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas, je pense, pas beaucoup d'optimisation à ce niveau-là. Le produit est plutôt bon marché. Il est maîtrisé, ça va. Pour les sondes géothermiques et les captages sur nappe, c'est pareil. Aujourd'hui, les crépines qui sont utilisées dans les aquifères ou les sondes qui sont déployées dans le sol, la cimentation qui est associée, c'est un rapport qualité-prix qui tient la route. C'est vraiment les travaux et la mise en œuvre qui vont faire monter l'enveloppe. Mais le coût d'acquisition du matériel, du captage en soi, pour moi, il est relativement bon. Donc l'optimisation, elle passe, je pense, par des structures qui sont en capacité de massifier. Aujourd'hui, la plupart des entreprises de forage sont des structures artisanales. C'est ce qui fait la fierté de la France, nos artisans qui se lèvent et qui bossent, mais qui sont un peu la tête dans le guidon, trop souvent même, qui font à la fois le forage, le raccordement, le commerce, la comptabilité. Enfin, on les connaît trop bien, ces artisans qui font tout et qui ont parfois pas le temps de relever la tête pour se poser les bonnes questions et voir comment est-ce qu'ils peut-être peuvent repenser le modèle. Donc il y a des nouvelles structures aujourd'hui qui essayent de prendre le taureau par les cornes en déployant une offre plus nationale, mais ça passe par des tailles de structures que le marché n'est peut-être pas encore forcément prêt à absorber. Une fois que le marché aura bien grossi, vous aurez forcément des acteurs qui vont venir avec des parcs de machines qui seront plus conséquents et qui vont rentrer dans ce process d'industrialisation plus visible, plus massif, et donc générer une baisse des coûts. On est vraiment en transition. Là, c'est les prochaines années. Si on suit le développement de la PPE, on va voir des nouveaux acteurs continuer à arriver et ceux qui sont existants augmenter leur parc et leur force de frappe avec une baisse des coûts, j'en suis persuadé. Voilà. Benoît, vous souhaitez ajouter quelque chose? Ou vous pensez que Christophe a fait le tour de la question? Un petit mot, tu parlais des produits. Ça va suivre l'évolution de la réglementation sur les fluides frigorigènes, sur les réfrigérants. Il y a des choses à venir. Et là, on va, je pense, se nourrir de l'expertise côté petit tertiaire et tertiaire, où ces choses-là ont été gérées de manière un petit peu plus tôt. Voilà. Donc les technologies vont arriver pour pouvoir aller sur ces nouveaux fluides, et là, avec des nouveaux composants qui évitent, si tu veux, d'avoir une surcoût sur la machine. Ce qu'on ne veut pas, c'est arriver avec ces nouveaux réfrigérants, avec ces nouvelles technologies, puis rajouter un surcoût. Donc là, il y a une réflexion sur quels composants mettre dedans pour ne pas s'embarquer dans des contraintes d'installation qui soient un petit peu périlleuses. Voilà. On entre dans les 5 dernières minutes de cette émission. On va répondre à vos dernières questions. Peut-être qu'on fera quelques déçus, mais on a vraiment essayé d'en prendre
un maximum et dans les 5 dernières minutes qui restent, voilà, je suis persuadé qu'on va encore répondre à plein de questions. Nicolas, on t'écoute. Et il y aura forcément des déçus parce qu'il y a beaucoup de questions, donc il faut jongler entre tout, c'est pas évident. Je change un peu. J'en viens à la formation parce que vous avez pas mal évoqué les histoires de formation. Il y a une enseignante là qui pose la question, notamment, alors là c'est pour des BTS fluide énergie, mais ça peut être aussi pour d'autres niveaux. Comment pourrait s'organiser en gros la filière pour pouvoir aider justement les enseignants à faire bénéficier à leurs étudiants des retours d'expérience et de l'expertise. Et par ailleurs, il y avait aussi une question sur le fait, est-ce qu'il ne serait pas bon ton peut-être de développer davantage l'alternance sur ce type de technologie? Pascal. Oui, alors tout à fait, pour abonder sur cette question-là, deux choses. La première, déjà, cette année, c'est une année clé, puisque l'ensemble des diplômes liés à nos métiers du génie climatique sont en révision. Donc on travaille notamment avec le 3CA BTP, qui coordonne l'ensemble des diplômes, les pouvoirs publics, l'éducation nationale, à revoir les parcours de formation, enfin les contenus de formation plutôt, pour être plus précis, de l'ensemble de ces diplômes. Donc, dans les panels que l'on veut absolument aborder davantage, c'est la géothermie, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, dans les cursus qu'il peut y avoir de diplômes, du CAP jusqu'au Bac Pro, BTS et autres, finalement, la géothermie est très peu abordée. Moi, quand je questionne, c'est plus de 30 ans que je forme des jeunes, quand je leur pose la question s'ils ont eu une formation où ils ont eu des sujets autour de la géothermie, et il me montre une belle page de classeur qui est parmi beaucoup de pages de classeur. Et ça se résume souvent à ça. Donc il va falloir agir à plusieurs étages là aussi. Un, c'est intégrer davantage cette notion de géothermie. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse dans le cursus, comme on l'a fait d'ailleurs pour la formation pour la maintenance, où on a mis une année complémentaire, spécifique à ça. On l'a fait dans d'autres domaines comme pour la ventilation, c'est en train de se faire. Et là, pour la géothermie, je pense qu'il faudra arriver à peut-être une année de spécialisation sur le sujet. Et bien évidemment en alternance, parce qu'on prône que l'intérêt de l'alternance, c'est aussi d'avoir l'expérience terrain, avoir la vraie vie des réalisations et le côté théorique de l'école. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut équiper également les centres de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a très peu de centres de formation, je parle sous vos contrôles, messieurs, qui sont équipés de systèmes de géothermie. Donc il faut qu'on arrive à avoir dans les centres de formation. Alors quand je dis centre de formation, c'est centre de formation ou formation initiale, mais centre de formation aussi, alors je sais que les industriels font aussi des efforts là-dessus, mais il faut qu'on ait des plateformes où on puisse avoir du concret, c'est-à-dire avec des machines qui fonctionnent, etc. Et puis il ne faut pas hésiter, pour les jeunes avant qui partent sur des voies professionnelles, qui puissent aller faire des stages dans des entreprises qui font de la géothermie pour se rendre compte ce que c'est et créer cette appétence, cette envie d'aller sur ces métiers. On enchaîne avec une nouvelle question. Je vais passer là à la maintenance. Alors, je balaye au fur et à mesure. Hein, c'est pas facile. Évidemment, ça arrive, on continue. Au niveau maintenance, tout à l'heure, ça avait été évoqué par Pascal Housset. En termes de maintenance au niveau géothermique, les opérations à réaliser, lesquelles sont-elles et quelle est la différence de coût, par exemple, qu'on peut avoir avec une PAC aérothermique? Ça, c'est une question intéressante. Très bonne question. Finalement, on a des coûts au moins équivalents, voire moindres sur la géothermie. On a des checklists, on va dire, des listes de prestations à réaliser avec des préconisations des constructeurs, donc qui nous permet aussi de suivre ces listes-là. Mais finalement, pour répondre, je pense, au sens de la question, est-ce que ça coûte en gros plus cher ou pas que de l'aérothermie? J'ai envie de dire non, voire même moins, puisque on a moins d'opérations, si on prend la liste de courses des prestations à faire, on a un peu moins de points de contrôle sur l'installation. Donc en fait le coût de maintenance pour une géothermie il est très très raisonnable. Voilà, c'est ce qu'il faut en retenir de ça.
Et on va prendre une dernière question, puisque dans une petite minute, il sera temps de nous quitter. Dernière question, Nicolas, pas facile, il faut que tu choisisses. J'en prends une, elle est un peu, pas globale, mais c'était plutôt reconquête de terrain, je reviens là-dessus. Effectivement, j'ai une question. Alors, il y a la certification des foreurs qui va entrer en juillet. Est-ce que ça va pas être un frein? Par ailleurs, Pascal avait parlé de Calipac, une façon de... peut-être des évolutions pour mettre plus en avant les entreprises sur la géothermie. Et puis il y avait une question aussi, les bureaux d'études compétents sur la géothermie. Comment on pourrait faire en fait pour aussi faire en sorte qu'il y en ait davantage sur ce secteur-là? La certification peut-être pour commencer. Les bureaux d'études, ça va aller plus vite. Allez, allons-y. Il y a 2 qualifications, la qualification PQBI 2013 pour les bureaux d'études de surface ou la 1007 pour les bureaux d'études sous-sol. Les sous-sols, c'est les géosciences, ce sont les géologues et hydrogéologues. La 2013, ce sont les thermiciens. Chaque année, chaque mois, il y a de plus en plus d'entreprises qui se qualifient. Il y a un réel engouement de la part des bureaux d'études pour le sujet. Je ne peux pas dire que c'est trop timide. C'est peut-être pas encore assez, mais c'est pas timide. Il y a un réel indicateur qui montre que les qualifications augmentent. Donc c'est plutôt bien. Pour le sujet de la certification, c'est un petit peu plus compliqué. On a aujourd'hui à peu près 120 entreprises qualifiées sur le territoire, sondes, nappes ou les deux, sachant qu'il n'y a pas de qualification particulière pour les capteurs horizontaux, à ma connaissance. Pas de bêtises. Et du coup, il y a un goulot d'étranglement, puisqu'aujourd'hui, il y a Qualité ENR qui est en capacité de faire cette migration de la qualification vers la certification. Et malgré des campagnes d'information, nos artisans foreurs qui sont très occupés, n'ont peut-être pas tous pris le sujet à bras-le-corps au moment opportun. Et donc on se retrouve dans cette phase où il va y avoir beaucoup d'entreprises à certifier dans un laps de temps assez court. Et c'est l'appel, si certains nous entendent, pensez à vous rapprocher du Qualité ENR pour mettre vos dossiers en conformité. Voilà. Pas d'inquiétude, on va y arriver. Mais c'est vrai qu'il y a là, au début de l'été, une petite tension sur tous les travaux de forage à réaliser par rapport au nombre d'entreprises qui vont être certifiées. Mais on trouvera une solution, comme d'habitude. Oui, il y a une précision importante quand même pour l'auditoire, c'est qu'en fait, ce qualiforage, il est important parce que il met vraiment les règles, là aussi, les règles de l'art de ce que c'est qu'un bon forage, avec des points aussi d'autocontrôle, etc. Sans cette mention, en fait, même si aujourd'hui on a parlé en entrée de réunion des missions, des aides, mais pour que le particulier puisse avoir substantiellement quelques aides sur son forage, il faut que l'entreprise soit qualifiée et soit qualiforage. Sinon, il ne peut pas aller chercher ses aides. Très important aussi, ce référentiel de mise en œuvre, le qualiforage qui devient le certiforage, c'est aussi votre assurance décennale. Une entreprise qui n'est pas certifiée n'expose pas l'intéressé à l'assurance décennale. Donc pas de subvention, pas de prime rénov, pas d'assurance décennale. Bossez toujours avec des boîtes qualifiées. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été en plateau ce matin, puis surtout d'avoir répondu avec précision aux nombreuses questions que vous nous avez posées. J'ai le sentiment qu'on a quand même fait un panorama complet de cette géothermie sur différents sujets. En tout cas, on espère qu'on a pu vous apporter l'éclairage le plus complet possible. Et puis, merci beaucoup aux équipes techniques ici en studio à Paris pour la bonne diffusion de cette émission. Une émission qui, bien entendu, est à revoir sans modération en replay sur la chaîne YouTube de l'Union. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'heure de l'UMG CCP. Puis d'ici là, passez un très bel été. À bientôt. Au revoir.